Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal du soir sur Télé Liban. Le Conseil des ministres réuni à Bramda sous la présidence de Joseph Rand et en présence du Premier ministre Nawaf Salam a pris une série de décisions, notamment la nomination de Karim Souaed au poste de gouverneur de la Banque du Liban. La nomination de Karim Saed, gouverneur de la Banque du Liban, avec une majorité de 17 voix, a été la résolution phare du Conseil des ministres réuni au palais présidentiel de Bramda. Selon le ministre de l'Information, Paul Borkos, le Conseil des ministres a également approuvé l'annulation des examens du brevet pour l'année 2025. Le diplôme sera remplacé par une attestation scolaire. Le juge Jamal Hajjar a été nommé procureur général près la Cour de cassation à titre définitif. Quant à Ayman Rouaidet, il a été nommé président de l'inspection judiciaire. Youssef El Jmayel, quant à lui, a été nommé président du Conseil d'État. Bourkos a souligné que bien que Télé Liban n'est pas soumise au mécanisme de nomination en vigueur, le gouvernement a estimé, dans un souci de transparence accrue, qu'il convenait de soumettre les nominations au sein de Télé Liban au mécanisme de nomination administrative. La visite du président Joseph Rand à Paris est perçue comme décisive et hautement symbolique dans un contexte de crise économique et de fragilité politique au Liban. À Paris, le président Hollande doit rencontrer le président Emmanuel Macron, un tête-à-tête crucial pour relancer la coopération internationale et faire avancer les réformes exigées par la communauté internationale. Le président libanais Joseph Hollande, dans un entretien avec France 24, a réaffirmé l'engagement du Liban à préserver le cessez-le-feu avec Israël, tout en accusant Tel Aviv de violer l'accord en maintenant sa présence en 5 points contestés. Il a insisté sur le rôle actif de l'armée libanaise et sur l'importance du dialogue pour résoudre la question des armes de Hezbollah. Le chef de l'État a également appelé à un cessez-le-feu durable, à la libération des prisonniers libanais et au retrait israélien avant toute négociation. Dans ce contexte, il a mis en avant les efforts diplomatiques tout en soulignant l'importance des rôles de la France et des États-Unis. Évoquant le soutien de la France, il a souligné qu'il était conditionné aux réformes économiques exigées par le FMI. Concernant la situation à la frontière et les tentatives de la stabiliser, on a mis en avant la coordination avec la Syrie. La France, aux côtés des États-Unis et de l'Arabie saoudite, ayant joué un rôle déterminé dans l'élection du président libanais, souhaite redevenir un moteur dans la reconstruction du Liban. Les attentes sont immenses, notamment relancer l'économie et redresser la banque centrale. Mais sur le terrain, les obstacles restent nombreux. Un État profond fait de réseaux politico-financiers qui résistent aux réformes. Et le désarmement du Hezbollah qui refuse toujours de remettre ses armes à l'armée libanaise. Nouvelle flambée de violence dans le sud du Liban. Une frappe israélienne a fait 2 morts à Bar-Rachid. Un autre raid avait causé la mort de 3 personnes dans la localité de Yohmourishkif, selon les autorités libanaises. Un 3e raid encore a également tué une personne à Maroub. Le ministère libanais de la Santé publique a accusé l'armée israélienne d'avoir ciblé une voiture tuant 3 civils. L'armée israélienne affirme de son côté avoir ciblé des membres du Hezbollah en train, je cite, de transférer des armes dans la région. Un autre drone a également visé un véhicule à Maroub dans le district de Tyr, à une vingtaine de kilomètres de la frontière israélienne. Bilan, un mort et un blessé. Selon l'armée israélienne, un commandant de la force Ar-Redouane du Hezbollah a été pris pour cible. Bien qu'un cessez-le-feu ait été conclu le 27 novembre dernier, après 2 mois de guerre entre Israël et le Hezbollah, les échanges de frappes restent fréquents. En Syrie, la province côtière de Latakia a été la cible de frappes israéliennes dans la nuit de mercredi à jeudi, selon les médias d'État et une ONG. Des dépôts de munitions ont été visés, provoquant d'importants dégâts. L'agence de presse officielle syrienne, Sana, évoque des frappes autour du port d'Al-Abyad et de la ville de Latakia. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, confirme de très importants dégâts matériels et la destruction d'un dépôt de munitions. Depuis la chute du président syrien Bachar el-Assad le 8 décembre dernier, Israël a intensifié ses opérations militaires en Syrie. L'armée israélienne affirme vouloir empêcher que des armes de haute technologie ne tombent aux mains des groupes qu'elle qualifie de djihadistes. Mardi déjà, Israël avait frappé 2 bases militaires dans le centre de la Syrie,
faisant au passage 6 victimes civiles dans la province de Deraa au sud du pays. Et sur le terrain, la tension ne cesse de monter, notamment dans la zone tampon du Golan, où des troupes israéliennes ont été déployées dès la chute du régime. En Turquie, la contestation entre dans sa deuxième semaine. À Istanbul et dans plusieurs grandes villes, des milliers de personnes continuent de protester contre l'arrestation du maire d'opposition, Ikram İmamoğlu. La libération de 8 journalistes détenus a marqué un tournant symbolique dans cette crise. Ces journalistes avaient été interpellés après avoir couvert des rassemblements interdits. La vague de manifestations a été déclenchée par l'arrestation pour corruption du maire İmamoğlu, principal rival du président Erdogan. Depuis, plus de 1400 personnes ont été arrêtées selon les autorités. Le Parti républicain du peuple, le CHP, appelle à un vaste rassemblement samedi. Une nouvelle mobilisation étudiante est prévue dès ce jeudi soir, malgré les interdictions. Face à ce qu'il qualifie de terreur de la rue, le président Erdogan durcit le ton. Mais la mobilisation, elle, ne faiblit pas. Dans un pays classé 165e sur 180 en matière de liberté de presse, le bras de fer entre le pouvoir et opposition est loin d'être terminé. Paris a accueilli le sommet des alliés de l'Ukraine. Il s'agissait d'un sommet hautement stratégique qui réunit à Paris une trentaine de pays alliés de l'Ukraine pour parler sécurité, engagement militaire et avenir du conflit. L'objectif affiché, finaliser les garanties de sécurité que les Européens pourraient offrir à l'Ukraine, alors que les négociations entre Moscou et Washington piétinent malgré un début de trêve en mer Noire. Une aide militaire de 2 milliards d'euros a été annoncée par la France. Mais surtout, les Européens ont discuté d'une force dite de réassurance qui pourrait être déployée dans un cadre pacifique si un accord de paix était un jour signé avec la Russie. 3 niveaux de soutien ont été débattus, le renforcement immédiat de l'armée ukrainienne, le déploiement futur d'une force de sécurité européenne et l'appui stratégique éventuel des États-Unis. Malgré une tentative de trêve portée par Washington en mer Noire, la méfiance reste de mise. Les Européens veulent aller plus vite que les négociations américano-russes, désormais influencées par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Paris et Londres prennent l'initiative dans un contexte de guerre. Ce sommet s'est voulu un message fort, l'Ukraine ne sera pas abandonnée et l'Europe entend jouer un rôle clé dans la sécurité du continent. Environnement cette fois, après la grande barrière de corail à l'est du pays, c'est désormais le récif de Ningaloo, dans l'ouest de l'Australie, qui subit les conséquences dramatiques du réchauffement des océans. Ce joyau marin long de 300 km, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est célèbre pour sa biodiversité exceptionnelle. Mais cet été austral, une chaleur extrême a littéralement cuit les coraux, selon les experts. La température de l'eau a parfois dépassé de 3 degrés la moyenne saisonnière. Un blanchiment profond a affecté plusieurs espèces. C'est sans précédent depuis 2011. Les coraux couvrent moins de 1% des fonds marins, mais abritent 25% de la biodiversité océanique. Plus de 80% des récifs coralliens mondiaux ont été affectés par le blanchiment entre janvier 2023 et mars 2025. La NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique, tire la sonnette d'alarme. L'agence estime que cet épisode de blanchiment dans l'ouest australien est très préoccupant. Il confirme l'ampleur du stress thermique global sur les écosystèmes marins. À ces pressions climatiques s'ajoutent la surpêche et la pollution. Autant de menaces qui pèsent sur ces super-organismes essentiels à la vie marine et à la protection des côtes. Et enfin, samedi matin, les amateurs du genre auront rendez-vous avec une éclipse partielle mais fascinante, observable notamment en Mauritanie, au Maroc et en Europe. Selon la région, entre 10 et 30% du disque solaire seront masqués par la Lune. Il n'y aura pas d'obscurité, mais une lumière froide et atténuée. Les mises en garde se font nombreuses. Observer directement le soleil, même partiellement éclipsé, reste dangereux. Seules des lunettes spéciales, neuves et certifiées, permettent une observation sans risque. Il s'agira de la première éclipse solaire visible cette année. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.